Premier rapport de Louis Doranchot, administrateur du musée du Louvre et directeur de l'école d'administration des musées au directeur général des Beaux-Arts. Palais du Louvre, le 11 avril 1882. Monsieur le directeur général, le décret du 24 janvier 1882 a institué l'école du Louvre. Il s'agit aujourd'hui de l'organiser. C'est l'objet du rapport que je viens de mettre sous vos yeux. Le titre d'école d'administration dont s'est servi monsieur le ministre des Arts ne doit pas être pris à la lettre. Ce que monsieur Proust a voulu créer au Louvre et ce que nous y devons, ce me semble, organiser, c'est une école pratique d'archéologie et d'histoire de l'art, analogue à cette école des hautes études déjà établie pour d'autres sciences et qui rend de si grands services. Cette école, telle que je la comprends, ne doit pas former seulement des conservateurs ou des inspecteurs de musées. Il faut qu'il en puisse sortir des voyageurs pour des missions archéologiques, des professeurs, des vulgarisateurs dont la science a besoin à notre époque plus qu'à une autre, des critiques d'art, sachant ce dont ils parleront, chose très désirable et assez rare encore pour qu'on se préoccupe d'y pourvoir. En un mot, je vois dans l'école du Louvre un séminaire de jeunes savants qu'un enseignement précis et familier, donné en présence des monuments par des maîtres autorisés, doit mettre à même de servir la science par leurs travaux et leurs découvertes, dans toutes les branches de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Les conservations du Louvre ont à leur tête des hommes éminents dont la science et le dévouement sont à la hauteur des plus grandes tâches. Plusieurs se sont rendus illustres par des écrits spéciaux connus de tous ceux qui s'occupent des mêmes matières, et leur autorité est égale à leur savoir. Ils n'auront qu'à ouvrir à des heures réglées à un jeune auditoire empressé autour d'eux les trésors de leur érudition en même temps que ceux de leur collection, et lui faire part libéralement des connaissances acquises par eux dans l'exercice de leurs fonctions. L'enseignement naîtra de la conservation comme la conservation est née de la collection. Ce sera un développement logique et pour ainsi dire organique qui fera porter à ces collections tous leurs fruits et tirera de ces vastes dépôts tout ce qu'ils peuvent contenir pour le progrès de la science et l'éducation du public. Le cours de M. Salomon Reynac dans la galerie de nom Robert Ray. Une bonne heure avant que les vantaux fussent ouverts, élèves et auditeurs se massaient déjà sous la galerie près de la porte de nom. L'hiver, les autons s'y livraient à des jeux forcenés. Il y avait là, pressé dans la pénombre, Swann, assez vieilli, causant à mi-voix avec Madame de Guermantes. Il y avait aussi, de noir vêtu, les cheveux très blancs, le chapelet au doigt, Madame Gervaiset, avide de savoir comment Venise ou le Palatinat avaient compris Jésus. Il y avait des élèves encore chevelus de l'école des Beaux-Arts. On y voyait de jeunes femmes à bandeaux plats et à bijoux de fer, et des poètes avec de hautes cravates laissant passer une stricte marge blanche, dernier survivant des phalanges symbolistes. Il y avait surtout le contingent anonyme, savant, assidu jusqu'au fanatisme de ces humanités qui faisaient alors queue au concert-colonne, aux réceptions de l'Institut, au cours du Collège de France. De tous ces fidèles dont la troupe grossie s'allongeait jusqu'au pavillon molien, montait un brouhaha fervent, une odeur à la fois de parfums rares et de chiens mouillés. Enfin, une houle émouvait les premiers rangs. Chacun se dressait, tendait le cou. La porte venait de s'ouvrir. Tout de suite s'élevait la voix aux accents de maréchaussée du gardien submergé. « Allons, ne poussez donc pas, votre carte, je vous dis !» Ah oui, et comment eût-il vérifié les cartes, le malheureux? Les auditeurs pressaient les montants et les franchissaient de biais comme un flot fait les pivots d'écluses. C'était à l'intérieur une grêle de talons en course, des appels, des trébuchements sur les marches du perron par lequel le vestibule communique avec la galerie de nom, un déferlement d'émeutes dans cette ombre où se froissaient des par-dessus un peu râpés et des fourrures chères. La galerie de nom béait comme une immense crypte jalonnée de chaque côté par des
quinquets juchés sur des supports de bois. Leur faible lumière éclairait çà et là un angle de sarcophage, un morceau de dallage noir et blanc, le bout en velours vert des banquettes trop serrées. Pressée, écartée, ramenée, elle faisait en raclant les dalles un maigre concert de plaintes qui se répercutait jusqu'au fond du vaisseau. Enfin, un silence succédait à ce tumulte, et, abattant d'un coup les derniers murmures, une voix quasi surnaturelle s'élevait. Elle venait d'une bouche invisible et semblait suspendue entre le sol et la voûte. Les yeux s'habituaient à l'ombre. On distinguait alors, là-haut, là-bas, la lueur d'une lampe. Dans cette lueur, l'étoile d'un tapis vert, deux manchettes, deux mains qui tenaient des feuillets, et au-dessus, à peine devinée, la tache plus claire d'un visage. Monsieur Salomon Renac était à sa table, et dominant de toute la hauteur du premier palier, en avant de la victoire de sa montrasse, commençait son coup. Au bout de quelques instants, un grand rectangle inondé de lumière blanche se découpait au-dessus du maître, l'écran. La lampe à projection, avec son dangereux obus d'hydrogène, ses bruits de chats fâchés, se mettait à grésiller contre le socle même de la victoire. Et l'écran nous montrait par transparence les images qu'il recevait et qui se succédaient, étonnamment nombreuses, merveilleusement adaptées au texte. La voix solennelle de Sermonnaire s'épandait en vastes ondes, partie des augustes marches, courbant toutes les têtes, tous les dos vers les notes crayonnées à tâtons sur les genoux. Elle s'en allait par-delà les grilles du vestibule, résonnait jusqu'au creux des lointains sarcophages de la galerie d'Aru.